La Russie vient de lancer l'une de ses attaques aériennes les plus lourdes de l'année dans la nuit du 23 au 24 janvier. Plus de 375 drones et plus de 20 missiles se sont abattus sur le réseau énergétique de l'Ukraine. Le message était clair: couper l'électricité en plein hiver, transformer le froid en arme, rendre la vie quotidienne insupportable. Mais l'attaque n'a pas brisé l'Ukraine. En quelques heures, Kiev a riposté, des dépôts de pétrole ont brûlé et des sites de munitions ont explosé à des centaines de kilomètres du front. Ce qui était censé plonger l'Ukraine dans l'obscurité a révélé tout autre chose, la vulnérabilité croissante de la Russie. Ralentissons un peu et voyons ce qui s'est réellement passé. L'attaque est survenue pendant les heures les plus calmes de la nuit, commençant juste après minuit et s'étendant jusqu'à environ 5 heures du matin. Le premier son entendu fut le bourdonnement des drones Shahed et Garan. Ils sont arrivés en vagues successives, forçant les défenses aériennes à rester actives pendant qu'elles se concentraient sur les drones, puis les missiles ont suivi. Les missiles balistiques Iskandar sont venus ensuite, puis les armes hypersoniques Zirkan, et enfin les anciens missiles de croisière KH-22. Chaque type jouait un rôle, et ensemble, ils formaient une frappe en couche. Quand on voit où ils sont tombés, l'intention est claire. Des centrales électriques, sous-stations et réseaux de chauffage ont été touchés. Des villes comme Kiev, Kharkiv, Tchernihiv et bien d'autres ont été frappées presque en même temps. Le but n'était pas une seule cible, mais de mettre tout le système sous pression d'un coup. Certaines sous-stations endommagées alimentent directement des installations nucléaires, ce qui aggrave le danger en cas de perturbation de leur alimentation électrique. Le risque va bien au-delà de l'extinction des lumières dans les foyers. Il touche à des questions de sécurité qu'aucun pays ne veut tester. En même temps, les frappes ont profondément affecté la vie civile à Kharkiv. Une maternité a été touchée. Un abri hébergeant des familles déplacées a été frappé. Un hôpital a également été endommagé. 19 personnes ont été blessées, dont un enfant. Pendant ce temps, des quartiers résidentiels à Kiev étaient également touchés. L'usine Roshin a été touchée, et alors que les températures sont tombées sous 10 degrés Celsius, des milliers de foyers ont perdu chauffage et électricité simultanément. Une fois que l'électricité a commencé à être coupée, l'ampleur de l'impact est devenue évidente. Dans tout le pays, plus de 1,2 million de propriétés ont perdu l'électricité. À Kiev, près de 6000 bâtiments sont restés sans chauffage. Cela signifiait que des familles cuisinaient sur des réchauds à gaz et dormaient avec leurs manteaux pour passer la nuit. Les hôpitaux sont passés sur des générateurs de secours, non pas par précaution, mais parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix. À Tchernihiv, des coupures tournantes ont plongé une grande partie de la région dans l'obscurité. Fait notable, cela n'est pas arrivé isolément. Au moment même où ces frappes avaient lieu, des pourparlers médiés par les États-Unis reprenaient. À Abu Dhabi, les diplomates ukrainiens, russes et américains venaient tout juste de s'asseoir pour discuter des prochaines étapes possibles. Le timing était trop précis pour être ignoré. La Russie n'a pas répondu à la table. Elle a malheureusement répondu depuis les airs. Le ministre des Affaires étrangères ukrainien a qualifié ces frappes de cyniques. Et la raison est claire. Ce n'était pas seulement une attaque contre les infrastructures, mais aussi contre les négociations. Les Nations Unies et plusieurs gouvernements partagent ce point de vue. Ils ont décrit les frappes comme des tentatives délibérées de priver les civils de chauffage et d'électricité en plein hiver. Et au cas où vous vous poseriez la question, voici pourquoi cela compte. Lorsque les avancées sur le champ de bataille stagnent et que les pertes s'accumulent, la Russie utilise la souffrance des civils comme levier. Ce n'est pas de la force, c'est du désespoir. Et c'est une tactique familière en Tchétchénie. En Syrie, Moscou a appris que la souffrance des civils peut être utilisée comme levier. La stratégie de Poutine a toujours consisté à briser le moral en premier. Cette même logique alimente la guerre en Ukraine, surtout alors que la pression monte à l'intérieur du pays et que le doute s'insinue dans son cercle rapproché. Mais ce changement ne fait que souligner à quel point la stratégie se retourne contre eux. La Russie voulait une Ukraine figée et brisée, mais elle s'est retrouvée face à un pays qui a déjà traversé cela. 3 hivers construits autour de la même tactique. Chaque hiver a été différent. La façon dont l'Ukraine réagit, cela a été évident presque immédiatement, étant donné la rapidité avec laquelle les défenses aériennes ukrainiennes ont répondu. Sur plus de 375 drones lancés, 357 ont été abattus. Plusieurs missiles ont été interceptés. Malgré les attaques en cours, les équipes d'urgence intervenaient déjà, et les réparations débutaient sous les alertes. Ce n'est plus le réseau énergétique fragile de 2022. Les frappes répétées ont obligé l'Ukraine à repenser entièrement le système. La production d'électricité est mieux répartie, donc un incident ne paralyse plus des régions entières. Les réparateurs interviennent vite, ayant l'expérience. Les centres de chauffage ouvrent rapidement, et les gens sont habitués à la procédure.
Les téléphones sont chargés tôt, l'eau est stockée, les bougies sont sorties, les voisins prennent des nouvelles les uns des autres. Parce que l'expérience leur a appris à s'entraider, même ceux qui soutiennent depuis l'étranger ont suivi le même schéma. Nous observons tous ce qui se passe en Ukraine en ce moment, ces attaques russes brutales contre les infrastructures essentielles, contre les villes ukrainiennes, qui bien sûr causent des victimes civiles. L'Union européenne a envoyé des milliers de générateurs à l'Ukraine depuis les frappes russes pour permettre aux hôpitaux et abris de fonctionner lors des coupures de courant. Les Pays-Bas et l'Allemagne ont fourni pour des dizaines de millions d'euros d'équipements. Les États-Unis ont ajouté des centaines de millions en aide humanitaire et soutien énergétique. Ces chiffres concrets permettent de maintenir ouverts des services hospitaliers et de chauffer des foyers. Si vous êtes encore là après le froid, les explosions, le fromage suisse et la défense aérienne, appuyez sur s'abonner. Si la Russie lance encore 375 drones à la fois, il nous faudra toutes les notifications possibles pour suivre. D'accord, on y retourne. Donc la Russie détruit la chaleur et la lumière, l'Ukraine protège sa population, reconstruit et ça date plus vite. À chaque fois. Chaque frappe devient une leçon, et chaque leçon renforce la prochaine cible. En ce sens, l'Ukraine est devenue un terrain d'essai pour la guerre moderne. Les technologies civiles, comme les drones commerciaux, ont un rôle stratégique. Les forces ukrainiennes luttent avec des armes et des idées. Ils s'adaptent vite, transforment des outils quotidiens en atouts défensifs et s'ajustent en temps réel. Les soldats en première ligne ne se contentent pas d'exécuter des plans. Ils tirent des leçons de chaque attaque et transmettent ce savoir. Quand la terreur échoue à faire tomber le réseau, la Russie a moins d'options. Chaque frappe manquée épuise les missiles et montre la vacuité des discussions d'Abu Dhabi. L'Ukraine n'a pas seulement encaissé cette attaque, elle l'a transformée en élan. La Russie voulait une Ukraine figée et brisée, mais au lieu de cela, elle a allumé la mèche. Cette mèche a brûlé tout droit à travers la frontière. Elle a entraîné des frappes calculées, conçues pour frapper là où ça fait le plus mal, la machine de guerre elle-même. Ce qui a suivi était précis et stratégique. Les drones et missiles ukrainiens ont commencé à frapper en profondeur à l'intérieur du territoire russe, bien plus loin que beaucoup ne l'avaient imaginé possible. L'un des exemples les plus clairs est venu avec une attaque contre un dépôt de pétrole à Penza, à plus de 525 km de la frontière ukrainienne. Cette frappe a déclenché un incendie massif. Des flammes se sont élevées à des centaines de mètres dans les airs, visibles à des kilomètres à la ronde, et l'incendie a brûlé pendant plusieurs jours, malgré des températures en dessous de zéro. Ce n'était pas un accident. Des incendies comme celui-là sont faits pour être vus et compris. Ils signalent que la portée de l'Ukraine s'étend, que l'effort de guerre russe est vulnérable, et que l'illusion de sécurité à l'intérieur du territoire russe se fissure. Penza n'était pas un cas isolé. D'autres frappes ont touché des dépôts de munitions, provoquant des explosions secondaires qui ont illuminé le ciel et brûlé longtemps après l'impact. Des centres logistiques ont été touchés, perturbant l'approvisionnement. Des sous-stations et zones occupées ont été endommagées, coupant l'électricité des lignes ferroviaires et postes de commandement utilisés par les forces russes. Chaque frappe affaiblissait davantage le système. Ce n'était pas de simples frappes de représailles, mais visaient à diminuer la capacité de la Russie à mener une guerre moderne. Le carburant est essentiel. Chars, camions, avions et générateurs en dépendent. La logistique relie tout le champ de bataille. Les frappes ukrainiennes ont mis hors service entre 10 et 15% de la capacité de raffinage russe à divers moments. Cette perte est significative. Moins de carburant arrive au front, les coûts augmentent, les déplacements ralentissent et l'économie subit une pression accrue à cause des sanctions. En Russie, l'impact dépasse le carburant et les lignes d'approvisionnement, affectant aussi la population. Les civils, autrefois rassurés par l'éloignement de la guerre, voient désormais des explosions chez eux, des dépôts de pétrole en feu et entendent les alertes aériennes. Le sentiment de distance s'efface. Je veux dire, écoutez simplement à quel point cela sonne de façon inquiétante. Chaque frappe ukrainienne réussie oblige la Russie à réagir, et cette réaction a son propre coût. Les défenses aériennes sont retirées du front pour protéger raffineries, dépôts et villes, réduisant la couverture là où elle était la plus nécessaire. Moins de défense sur le front permet de frapper plus de convois russes et de sauver davantage de vies ukrainiennes. La précision supplante la terreur alors que les drones ukrainiens s'enfoncent en territoire russe, défiant le bouclier impénétrable de la Russie. Il a finalement plus de trous que le gruyère. Aujourd'hui, de nombreux systèmes russes sont obsolètes. Les intercepteurs échouent,
Les missiles manquent leur cible, des débris tombent dans des zones résidentielles. En repoussant une attaque de drones ukrainiens sur la raffinerie d'Efipski le 20 janvier, des missiles de défense aérienne S-400 russes ont mal fonctionné et se sont écrasés directement sur un immeuble résidentiel, blessant des civils, dont un enfant, et provoquant des incendies. Chez eux, dans leur propre maison. À Belgorod et dans d'autres villes, les habitants vivent désormais sous des alertes constantes, entendant les mêmes avertissements que l'Ukraine était autrefois la seule à entendre. L'ironie est difficile à ignorer. Les armes censées protéger les civils les exposent désormais. Les affirmations sur des défenses impénétrables semblent vaines, alors que les violations persistent chaque nuit. Maintenir ces défenses est aussi extrêmement coûteux, chaque missile intercepteur valant des centaines de milliers de dollars. Les radars restent constamment actifs, les équipes épuisées, et les ressources s'épuisent plus vite qu'elles ne se renouvellent. Alors que cela se passe dans le pays, la situation sur le champ de bataille épuise les forces russes. Les responsables ukrainiens annoncent que les pertes russes dépassent largement 1 million. Certains jours, les rapports mentionnent plus de 1000 soldats perdus quotidiennement. Même si ces chiffres sont débattus, l'ampleur globale est claire. Les pertes mensuelles dépassent la capacité de la Russie à remplacer ses soldats entraînés. Les unités sont sous-effectifs. Les conscrits mal préparés envoyés au front. Les prisonniers servent toujours de recrues. Les désertions augmentent sous la pression. L'Ukraine, elle, mise surtout sur la technologie. Les drones mènent reconnaissance, frappe et perturbation. Les armes de précision ciblent des cibles majeures. Des défenses aériennes en couche limitent l'exposition, créant un déséquilibre. La Russie perd plus pour moins, tandis que l'Ukraine parvient à étendre ses ressources limitées à chaque adaptation. Pendant ce temps, les scènes en Russie ressemblent à ceci. Il y en a beaucoup. La terreur énergétique ne cause pas d'effondrement ici, car l'Ukraine s'adapte plus vite que la Russie n'intensifie ses actions. Chaque attaque hivernale apporte de nouvelles leçons, chaque réparation renforce le système, même l'aide augmente au lieu de diminuer. Parallèlement, l'économie russe subit les sanctions, les armes de précision manquent, et les pertes des raffineries réduisent les fonds pour la guerre. L'Ukraine a fait des hivers russes des périodes d'apprentissage, devenant plus affûtée, tandis que l'agresseur manie toujours la même lame émoussée, qui semble aussi lui nuire. En ce moment, la principale base de la flotte du Nord russe est privée d'électricité, avec de nombreux navires de guerre gelés dans les eaux près de Mourmansk. Diplomatiquement, les dégâts sont tout aussi réels. Bombarder des villes pendant des pourparlers à Abu Dhabi a sérieusement sapé leur crédibilité et détruit toute prétention à la bonne foi. Cela renforce désormais la position de l'Ukraine à l'étranger et consolide le soutien en Europe, à Washington et aux Nations Unies. Chaque frappe, pendant les négociations, rend la Russie moins crédible et non plus intimidante pour l'Ukraine. Chaque nouvelle escalade russe s'accompagne d'un avantage inattendu. Cela rapproche l'OTAN et oblige l'Alliance à prendre la dissuasion plus au sérieux. Après la dernière salve, il n'y a eu aucune hésitation. Des appels ont été lancés immédiatement pour obtenir plus de défense aérienne, plus de batteries patriotes, plus de systèmes SAMP-T, plus d'IRIS-T dans les unités NASAM. Ce n'est pas de la charité, c'est de la dissuasion. Donner à l'Ukraine les moyens d'arrêter des attaques qui pourraient autrement dériver vers le territoire de l'OTAN, et cette dérive n'est plus théorique. Les missiles russes ont déjà frôlé les frontières de l'OTAN. L'incident en Pologne, qu'il s'agisse de débris ou d'une frappe, a alerté toute l'Alliance et montré la minceur de la marge. Si un missile tombe quelques kilomètres plus loin, la guerre cesse d'être contenue. Elle déborde dans l'espace de l'OTAN, entraînant des ressources et des engagements que personne ne souhaite activer. Bruxelles surveille aussi un autre risque de près. Les réseaux énergétiques européens sont reliés. Une attaque majeure contre les infrastructures ukrainiennes pourrait entraîner des coupures de courant en Roumanie ou en Hongrie, faisant d'un conflit régional un problème continental. C'est pourquoi l'OTAN agit dès maintenant. Les exercices conjoints s'intensifient, avec des milliers de soldats s'entraînant dans les États baltes pour renforcer la préparation. La Russie appelle cela une provocation. L'OTAN parle de dissuasion. Le message est simple, une seule erreur de calcul, et le conflit s'étend sur un terrain où Moscou n'a aucun véritable avantage. Le même déséquilibre se retrouve dans les finances. Le déficit budgétaire de la Russie gonfle, les sanctions continuent d'étouffer l'accès aux technologies avancées. La production de missiles demeure inférieure à celle d'avant-guerre. L'Ukraine a reçu plusieurs aides, principalement pour ses défenses aériennes et anti-drones. La Russie dépend de plus en plus des prêts chinois pour survivre, troquant une survie immédiate contre une dépendance durable. L'Ukraine profite de l'industrie alliée et de chaînes d'approvisionnement actives.
Les guerres ne se gagnent pas par le nombre de tirs aujourd'hui, mais par la capacité à continuer demain. Actuellement, l'équilibre économique est clairement défavorable à Moscou. Autrefois, Pékin soutenait clairement les intérêts stratégiques russes, mais aujourd'hui, elle avance prudemment. Elle maintient les échanges commerciaux, notamment sur les drones, composants et énergie, pour ne pas s'aliéner Moscou. La pression occidentale et les sanctions perturbent les chaînes d'approvisionnement mondiales, forçant les entreprises chinoises à réacheminer les expéditions, à assumer des coûts de conformité accrus et à évaluer les risques de sanctions secondaires. Ce conflit transforme l'Ukraine et modifie l'équilibre mondial. Les alliances changent, les gouvernements revoient leurs priorités et les économies se réorganisent. En regardant vers l'avenir, il est difficile de voir une voie claire vers la paix. Les deux camps s'enracinent. À chaque attaque, les chances d'un règlement négocié semblent s'éloigner davantage. L'histoire nous a montré que de telles guerres ne redessinent pas seulement les frontières, mais transforment aussi la notion de sécurité et de souveraineté dans le monde moderne. Les cicatrices de cette guerre persisteront longtemps après le champ de bataille. L'ordre mondial pourrait être redéfini d'une façon que nous commençons seulement à comprendre. Les guerres se perdent aussi quand les gens ne croient plus à l'histoire qu'on leur a racontée, pas seulement sur le front. La Russie a attaqué le réseau électrique ukrainien pour démoraliser, mais l'Ukraine a résisté, s'est adaptée et a répliqué précisément. Cela prouve une chose. Les outils russes s'émoussent, alors que les Ukrainiens se renforcent. Il ne s'agit plus de qui peut endurer la douleur le plus longtemps, mais de combien de temps un système défaillant peut survivre à ses propres choix. L'Ukraine tient bon, la Russie se fissure et le monde observe.